Et l'objectif de ce matin, eh bien, c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion ou des conseils, des clés pour penser, mettre en œuvre et réussir ce changement qui est l'implémentation d'un nouvel outil de gestion de données, de CRM comme on appelle ça, dans votre entreprise ou votre organisation. Ça s'applique à peu importe la structure. Alors pour ce partage, on accueille ce matin Denis Bourmeau, qui est consultant senior et business developer chez Edenet. Alors c'est lui qui nous a accompagnés à la CCI BOE dans l'implémentation de notre projet CRM et c'est pour cela aussi que je suis intervenante ce matin. C'est justement pour partager des choses plus pratiques, des petits conseils, des petits trucs pour bien mettre en place et réussir finalement ce changement qui est ce tournant numérique. Alors, rien de tel d'apprendre par le partage d'expérience. Donc, Denis présentera ses slides. L'objectif, c'est vraiment de présenter, donc après sa propre présentation, ça sera vraiment de donner des pistes. Et puis, moi, j'interviendrai à certains endroits où je trouverais opportun de partager avec vous des choses que vous pourriez mettre en place aussi dans votre entreprise, des petits trucs. Voilà, comme l'a dit Ben, tout cela est enregistré et puis vous recevrez un petit formulaire d'évaluation et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est important pour nous de savoir si vous avez apprécié, comment on peut évoluer et puis surtout les thématiques que vous auriez envie de poursuivre. Voilà, Denis, je te cède la parole. Bien, merci beaucoup. Je suis hyper content d'être avec vous ce matin et de voir autant de monde. Je pense que ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai pas vu autant de monde d'un coup. Et même si c'est virtuel, ça fait toujours plaisir et c'est sympa d'être à vos côtés. Alors effectivement, moi je travaille chez Edenet. Je suis consultant chez Edenet. Je mets en place des projets CRM. Et plus récemment, je fais aussi du business développement exclusivement sur la Belgique. Et donc, c'est à ce titre qu'effectivement, je m'étais occupé de la mise en place du projet de la CCI BOE. Voilà. Donc, on va essayer de passer une heure sympathique en s'attardant alors, je clique ici, voilà, à cet agenda. Alors, je vous présenterai très rapidement Edenet et son équipe, hein, et savoir à qui vous avez affaire, puisque Edenet, ce n'est pas forcément un nom qui vous parle à tous. On va faire un quick zoom sur la CCI BOE et son projet pour que Céline nous explique un petit peu ce qui a animé son changement, son désir de mettre en place un CRM au sein de la CCI BOE. Et puis ensuite, on va vraiment regarder pourquoi mettre en place un CRM, les enjeux, les ambitions, comment s'assurer de l'efficacité de son projet CRM. Et puis, comment le préparer, ce projet CRM. Donc, on va vraiment aborder la partie amont. On ne va pas tant parler de comment, dans la manière dont on fait un projet CRM, mais plutôt comment on l'aborde en interne pour que ça soit ensuite un succès et une réussite collective au sein de votre organisation, de votre entreprise. Tout le monde m'entend bien? Oui, c'est bon? C'est bon, Céline? Alors, très rapidement, une carte d'identité de Donet, pour que vous puissiez savoir un petit peu qui nous sommes. Donc, on est un éditeur français qui est spécialisé dans le CRM depuis maintenant 20 ans, puisqu'on a fêté nos 20 ans en 2020. Le siège social est à Courbevoie, donc en région parisienne. Et nous sommes un groupe en forte croissance, avec une implantation au Canada depuis maintenant une dizaine d'années, et donc un développement en Europe qui s'est fortement intensifié ces 3 dernières années, avec notamment une succursale en Angleterre et puis aux Pays-Bas et voilà, et des gens comme moi qui faisons l'aller-retour entre Paris et la Belgique ou encore la Suisse très souvent. C'est à peu près 200 collaborateurs avec 110 consultants dont le travail c'est d'intégrer et d'accompagner des projets CRM. Voilà, les chiffres sont là, 1500 clients, 55 000 utilisateurs qui se connectent tous les jours à la solution et un chiffre d'affaires d'à peu près 1 million d'euros. Alors, ce qui est important de noter par rapport à Edenet, c'est que nous sommes éditeurs et intégrateurs, c'est-à-dire qu'on développe notre propre solution et on l'intègre avec nos équipes en interne qui ne font que de l'intégration de notre solution CRM. Voilà, donc c'est une boucle complète entre les personnes qui codent et qui réalisent ce logiciel et qui l'intègrent derrière. Bien évidemment, les données sont stockées dans un cloud qu'on appelle souverain, hein, c'est-à-dire que c'est stocké en France et qui sont complètement en 100% en phase avec la réglementation RGPD
Vous avez certainement entendu parler sur la réglementation de la protection des données. Si on devait y mettre en fait 4 grandes valeurs qui nous animent au quotidien en interne, l'équipe Edenet depuis 20 ans, et cela n'a pas changé. Depuis le début, les 2 collaborateurs qui ont fondé la boîte jusqu'à aujourd'hui, les 200 collaborateurs que nous sommes, ce qui nous anime au quotidien dans les projets que nous mettons en place chez vous, ben, c'est vraiment de garder un trait d'humilité fort, d'une envie de collaborer, alors en interne, mais aussi avec nos clients, d'être performant toujours, puisque ça pousse à avancer, à être toujours meilleur, et puis être agile. Et ce que nous offre notre produit au quotidien, c'est vraiment une agilité dans nos projets. C'est ce qui nous fait avancer et avoir du succès. Voilà. Alors très rapidement, hein, mais les typologies de clients, vous reconnaîtrez peut-être quelques logos clients belges, mais voilà, les 4 pôles d'expertise principaux que l'on a sont des ASBL qui sont soit dans le secteur plutôt associatif ou le fundraising, les entreprises en général, hein, comme la plupart d'entre vous aujourd'hui, et puis tout ce qui est grandes écoles, on va dire, avec la gestion de leurs alumni, etc. Quels que soient les métiers de ces gens, en fait, ce qu'on intègre pour ces clients, c'est une gestion complète de leur contact avec la gestion de leurs clients, de leurs membres, de leurs donateurs, de leurs mécènes, de leurs sponsors, de leurs fournisseurs. Ça dépend de la typologie de clients ou de personnes qu'ils ont en face. Et on gère la relation du tout début, c'est-à-dire de la premier contact avec son client ou de son membre ou de son donateur, jusqu'à la facturation des services que vendent ces entreprises ou ces associations. Voilà. Il y a des micros qui doivent être encore activés, je pense. Si vous pouvez suivre les directives de Ben et couper vos micros, on vous sera très reconnaissant. Merci beaucoup. Et donc, je vais laisser la parole à Céline qui va nous présenter son projet et qu'est-ce qui l'a animé à mettre en place son projet CAM. Alors, ton micro est coupé, Céline, ouais. Merci. Merci Denis, merci pour cette présentation. Donc effectivement, ici, le but, c'est de partager aussi une expérience, puisque Denis va entamer maintenant tous les bons conseils. Mais globalement, pourquoi est-ce qu'on est allé vers un CRM? Tout simplement parce que c'était une nécessité chez nous, à la Chambre, parce qu'on avait une base de données complètement obsolète. Et donc, on risquait de perdre énormément de données et toutes les fonctionnalités qui étaient liées. Donc ça, c'est aussi un point à analyser et à partager. Alors, évidemment, on s'est basé, on a eu envie de changer d'outil, mais on ne voulait plus un outil exclusivement client ou base de données, on voulait quelque chose de beaucoup plus large. Donc, ça a été la gestion client, mais aussi gain de temps, facilité des encodages, etc. Et puis, au fur et à mesure des analyses, on a vraiment trouvé des opportunités de choisir un outil qui gérait à la fois les données, les clients, les relations avec les clients, mais aussi un outil de gestion interne. Donc, on avait vraiment un outil global. On voulait vraiment un outil global disponible partout et tout le temps, contrairement à ce qu'on avait avant, où tout était en circuit fermé. Ce qui nous a bien aidé pendant le Covid, vous vous en doutez. Alors, comme pour tout le monde, on avait besoin de choses basiques, on va dire ça comme ça, mais aussi très spécifiques, puisque comme toute entreprise, on a des métiers aussi très spécifiques, et vous le savez, tout ce qui est relations clients, évidemment, les cotisations, on a la gestion des demandes, à l'international notamment, le suivi de la relation, la prospection, ça, je dirais que c'est assez basique. Et puis après, il y avait tous les métiers spécifiques à la Chambre, et ça, c'était important de pouvoir l'inclure dans un seul outil global que tous les collaborateurs pouvaient utiliser. Donc, que ce soit pour nos métiers spécifiques de type export, les demandes internationales, quelque chose de lié à travers tous les pays, etc. Vous imaginez que ça peut avoir beaucoup d'impact et beaucoup de facilitation pour nous, ainsi que la gestion de nos événements que vous connaissez, mais également des événements internes. Donc finalement, on avait un outil complètement global qui nous a permis aussi d'avoir un planning partagé, donc dans l'équipe, et des tâches partagées, donc des informations qui circulaient beaucoup plus facilement aussi que juste le coup de fil ou le mail, tiens, j'ai rencontré telle personne, on ferait bien ça et ça et ça, et ça allait vraiment à l'intérieur de tous les services.
Et puis, évidemment, toute la gestion de facturation qui était liée à partir de, notamment notre outil comptable, etc. Bref, on a vraiment voulu et obtenu un outil qui nous facilite aujourd'hui la vie, qui était disponible partout et tout le temps, notamment en temps de crise Covid et de télétravail. Et puis, je terminerai en disant que le plus important dans notre projet, et c'est ce que je vous conseille réellement, c'est de se poser les bonnes questions au préalable. Donc, vraiment se poser des questions avant d'entamer le processus. Et donc, de définir avec cette analyse précise tous les besoins actuels, tous les besoins futurs et éventuels, et donc toutes les pistes de réflexion que Denis va vous présenter ici maintenant. C'est hyper important parce que quand on voit effectivement ce scope qui est assez large, hein, Céline nous a décrit un petit peu tout ce qu'on a mis dans son outil CRM. Bah, effectivement, avant d'arriver à ce niveau de maturité aujourd'hui, bah, il y a eu beaucoup de travail en amont. Et effectivement, ce travail en amont, on va essayer de le décortiquer en essayant de comprendre qu'est-ce qui nous mène à cet aboutissement avant et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'arriver à mettre en place un outil qui nous satisfait. Alors, déjà, les premières questions à se poser, c'est effectivement pourquoi mettre en place un CRM. Il y a plein d'organisations aujourd'hui, des petites entreprises, etc., qui s'en sortent pas très bien avec les outils voilà, classiques ou traditionnels, un bon vieil Excel, une bonne vieille feuille de papier parfois, et puis ça leur va parfaitement, hein, le petit menuisier du coin, etc. Et puis, il y a d'autres organisations qui atteignent un niveau de maturité, un niveau de on va dire, de gestion qui génère ces questions de se dire quels vont être les enjeux pour moi de mettre en place un outil CRM, quelles ambitions est-ce que j'ai. Et souvent, c'est à des moments un petit peu clés qu'on va trouver ce questionnement. Alors, ça peut arriver lorsque on rencontre un changement d'échelle de votre entreprise. Alors, effectivement, je peux être à un niveau d'activité qui permet de fonctionner avec les outils que je vous décrivais avant. Mais quand on commence à grossir, à devenir à vouloir se structurer un peu plus, on commence à se poser les questions de est-ce que les outils que j'utilise aujourd'hui en fait sont en phase avec la manière de travailler la manière dont je souhaite travailler demain, ou est-ce que les futurs processus que je souhaite mettre en place au sein de ma structure ne nécessitent pas de mettre en place des outils plus structurants, etc. Donc, un changement d'échelle, souvent, peut être un moment opportun pour générer ce questionnement. La professionnalisation des équipes, souvent, c'est quelque chose qui est remonté soit par les équipes ou soit par une impulsion de la direction de mettre en place en fait, des outils qui permettent de mieux travailler, de gagner du temps, d'être plus efficace dans des tâches qui sont peut-être répétitives, des tâches qui sont peut-être pas, on va dire, glorifiantes, et de vouloir en fait les automatiser en utilisant un outil tel que le CRM. Disposer d'une donnée de qualité accessible à tous et de manière, on va dire, centralisée. C'est-à-dire, peut-être que ce qui va vraiment nous animer, c'est de bénéficier effectivement d'un outil qui me permet d'avoir de la donnée à disposition de toutes mes équipes, à jour, de manière constante, pour que je puisse en fait me reposer dessus pour prendre des bonnes décisions, pour avoir une meilleure visibilité de mon activité. Et puis, la simplification du quotidien de mes équipes. Effectivement, je veux peut-être rendre la vie des collaborateurs plus agréable en leur donnant des outils qui leur permettent de se concentrer sur des tâches plutôt à valeur ajoutée, plutôt que passer son temps à remplir des Excel à droite à gauche, à saisir de la donnée qui potentiellement n'est même plus correcte parce qu'elle est plus à jour dans plusieurs fichiers quand je travaille de manière décentralisée. Ou alors, je passe mon temps à réconcilier de la donnée. C'est-à-dire, entre un outil et un autre, je m'aperçois qu'il y a des écarts. Donc, il faut que je trouve les écarts. Pourquoi ? Et là, on a une perte de temps qui peut peser sur le pilotage de mon activité ou même sur la clarté dans la réalisation de mes actions. Je ne suis pas sûr de prendre les bonnes décisions parce que je n'ai pas la bonne information. Donc, ça, ce sont vraiment les trois moments où souvent, c'est ce qui génère le questionnement. Quel bénéfice pour les acteurs de votre entreprise? C'est une vraie question, parce que quand on se lance dans une démarche comme celle-ci, on se dit en fait, très bien, je vais professionnaliser mes équipes, je vais mettre en place un outil, mais qu'est-ce que je vais y gagner en fait? Donc, quel bénéfice? Alors, pour les salariés,
On vient de l'évoquer, hein, gagner du temps, être performant, travailler efficacement en équipe, hein, éviter les erreurs, sécuriser les process ou de manière générale la saisie pour éviter effectivement ces erreurs, surtout quand on touche par exemple à la facturation. C'est quand même des process où on n'a pas envie de faire des erreurs, et puis se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Alors, sur ces tâches à valeur ajoutée, souvent, ce qu'on essaye de faire quand on met en place un CRM, c'est d'automatiser des tâches qui sont répétitives. Je pense, par exemple, à IBW, où un des gros challenges et une grosse partie du projet, ça a été d'automatiser, par exemple, la facturation en lot à la fin de mois, où on génère de manière automatique des centaines de factures, où là, ça pourrait être une tâche répétitive à faire manuellement une par une. Bon, là, quand on arrive à ce niveau d'automatisation, on libère du temps pour que les salariés se concentrent sur des tâches plus à valeur ajoutée. Pour le management, c'est pouvoir en fait bénéficier d'un outil CRM dans lequel je vais trouver de la donnée à un seul et même endroit, qui va me permettre d'avoir une donnée à jour, en temps réel, qui est disponible tout de suite, pour pouvoir piloter et anticiper les grandes orientations de mon entreprise. Pour les clients, le bénéfice, ça va être de recevoir effectivement des communications ciblées grâce à des filtres, grâce à des outils que j'ai dans le CRM pour pouvoir leur envoyer de la bonne information, pour pouvoir interagir, pourquoi pas avec eux de manière plus fluide, en leur donnant des outils, soit des formulaires qui leur permettent de pousser des demandes bien spécifiques, soit d'interagir à travers un extranet connecté à votre CRM où les gens vont pouvoir mettre à jour leurs données, etc. Et puis surtout, j'ai envie de dire, pour vos clients, il y a une notion de perception qui, quand vous êtes capable de leur envoyer la bonne information, la bonne communication en fonction de leurs intérêts, de la langue qu'ils parlent, etc., parce que les informations sont à jour dans votre CRM, vous êtes crédible, vous êtes sérieux, et puis vous avez une notion de professionnalisme qui est hyper importante pour vos clients, pour vos donateurs, peu importe la population avec laquelle vous interagissez. Donc voilà, les bénéfices d'un CRM qui sont partagés. Alors, effectivement, vous me dites, c'est bien beau, mais on n'initie rien à ce stade d'un projet CRM sans plusieurs choses qui doivent être faites de votre côté. On a d'abord un projet CRM, ça implique tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas une volonté qui doit émaner simplement d'une personne qui dit d'un jour à l'autre, je veux mettre en place un CRM dans mon organisation. C'est vraiment quelque chose qui doit être partagé par toute l'équipe, aussi bien par l'équipe de direction, mais par tous les salariés. Alors, comment on le fait? Il faut effectivement garder cette dimension très humaine de communiquer et d'impliquer tout le monde dès le début de la réflexion pour pouvoir faire de ce projet CRM un projet structurant pour votre organisation, puisque bien souvent, quand on se lance dans ce projet, on s'aperçoit que ça a des répercussions sur la manière dont on s'organise en interne. Ça peut remettre en cause des process qu'on a l'habitude de faire depuis des années et que tout d'un coup, on commence à repenser de manière différente. Donc, c'est vraiment une volonté. C'est un travail collectif et d'équipe. Des objectifs clairs et mesurables. Alors effectivement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on se lance dans un projet CRM, c'est hyper important de se dire je sais d'où je pars du coup, mais je veux me donner des visions à moyen long terme pour savoir ce vers quoi je veux tendre. C'est-à-dire que il faut bien être clair sur la manière dont on veut faire ce projet, ce qu'on attend pour chacun des métiers, et compte tenu des enjeux qui sont les nôtres, c'est-à-dire des enjeux de taille d'équipe, de planning, de budget, etc. Donc, on se donne des critères de mesure qui vraiment nous permettront de quantifier ou de qualifier vraiment le succès de notre projet CRM à 1 an, à 2 ans, etc. C'est vraiment important de voir cette vision que l'on met en place, non pas sur le court terme, mais aussi sur le moyen long terme pour tendre vers quelque chose qu'on va pouvoir apprécier.
Un planning réaliste, alors c'est peut-être l'un des critères les plus importants, c'est d'essayer d'apprécier avec l'intégrateur que vous choisirez quand vous mettez en place un projet CRM. Il est très important d'apprécier le côté réaliste du planning que vous allez mettre en place. Alors, le planning d'un projet CRM, il ne dépend pas de votre volume de base de données. Ce n'est pas le nombre de données qui va faire varier le planning. C'est vraiment la richesse de vos processus métiers, c'est-à-dire le périmètre fonctionnel que vous allez mettre en place. Il doit être réaliste côté éditeur, intégrateur. Hein, effectivement, on doit être sûr d'avoir les bonnes équipes pour mettre en place votre projet, mais également côté client. Alors, c'est hyper important et Céline pourra nous l'expliquer un tout petit peu plus tard, mais tout le long du projet CRM, il faut bien garder en tête que votre activité, elle, reste la même. Hein, elle ne s'arrête pas pour autant. C'est-à-dire qu'on va solliciter des key users. Alors, les key users, c'est vraiment des pilotes, c'est-à-dire des utilisateurs clés que vous allez choisir dans chacun des départements de votre entreprise et qui vont être impliqués tout le long du projet CRM. Alors, forcément, en les impliquant, on s'assure que du je veux cela qui était mis sur papier, hein, je veux faire de la facturation en lot, par exemple, en les impliquant dans le projet, on va avoir la matérialisation du besoin dans le CRM. Ce temps projet qu'on va demander à nos équipes, hein, il est extrêmement bénéfique puisque l'implication de ces gens-là forte pendant toutes les phases d'atelier, de tests, de formation, ça débouche sur des utilisateurs qui sont autonomes et qui sont ambassadeurs de votre CRM en interne. Mais c'est effectivement à prendre en compte puisque ça a une importance sur le planning. Il faut être sûr qu'on ne se lance pas au moment où, je ne sais pas, vous avez un renouvellement par an, comme ça peut être le cas par exemple chez Céline. Vous avez un gros renouvellement de vos membres qui arrive toujours sur la période de décembre. Bon, il faut éviter de lancer le projet à ce moment-là dans le planning et prendre tous ces éléments qui vont arriver pendant le projet en compte pour qu'on soit sûr en fait d'avoir un projet qui se déroule le mieux possible pour tout le monde, pour vos équipes, pour l'intégrateur, etc. Une chose qui va aussi impacter votre planning, c'est en gros l'ensemble des interfaces que vous allez vouloir mettre en place avec des prestataires tierces. Alors, je m'explique. Vous avez le prestataire, l'intégrateur de CRM qui va effectivement mettre en place votre outil. Donc, le planning va varier en fonction de la richesse de votre scope. Mais il y a aussi l'ensemble des applications tierces. Si vous avez besoin de faire une interface avec un portail, un extranet, si vous avez besoin d'avoir une interface avec votre site internet, avec une plateforme de paiement en ligne, par exemple, ou encore avec votre outil comptable. Toutes ces interfaces multiplient, on va dire, la complexité du projet et du coup, va avoir un impact sur le planning de votre projet. D'accord. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête aussi, c'est que ça rajoute forcément du temps. Et puis, la dernière chose qui est extrêmement critique dans le succès d'un projet, c'est l'accompagnement au changement. Alors, on sait très bien qu'on on a tous on va dire, une crainte plus ou moins grande en fonction des personnalités du changement. On fait face plus ou moins bien au changement, mais c'est quelque chose qui doit se mettre en place dès le début. C'est-à-dire que quand on commence à émettre le souhait de manière collective de la mise en place d'un projet CRM, eh bien, il faut commencer tout de suite à impliquer les gens, les utilisateurs clés, mais aussi l'ensemble de la direction dans ce projet pour que ça soit, on va dire, bénéfique. Donc, la communication et l'accompagnement en changement du début jusqu'à la fin, ça va être critique. Il y a dans un projet CRM, il y a une espèce de rythme qui doit être maintenu et qui va souvent crescendo entre le début et la fin. Et cette montée en puissance, elle doit s'accompagner tout le long. En fait, il y a une espèce de double enjeu de garder cette phase, cette montée en puissance du projet en gardant toutes les équipes mobilisées
et impliqué dans le projet. Okay. Donc, tous ces éléments-là, c'est le cocktail parfait pour pouvoir se dire que quand on a fait tout ça et qu'on a bien tout cela en tête, on peut commencer à avancer dans notre projet CRM. Alors, comment on s'assure de l'efficacité de son projet CRM? On va regarder un petit peu tout cela. On va parler du périmètre à mettre en œuvre, de l'historique de l'entreprise, du facteur humain, du budget et du retour sur investissement attendu. Alors, le périmètre à mettre en œuvre. Donc, ça, c'est vraiment une partie critique. On l'a vu tout à l'heure. Céline nous a décrit le périmètre de cette solution aujourd'hui, tout ce qu'elle gère avec son CRM. Eh bien, c'est une chose que vous allez devoir à mettre sur papier, c'est-à-dire à réfléchir à qu'est-ce que mon CRM doit faire pour moi. Alors, on va s'apercevoir que très vite, si vous commencez à mettre sur papier le CRM parfait et idéal, tout ce que ça doit faire pour vous. Je prends un exemple, je suis une ASBL, je gère des membres. Je vais me dire, voilà, alors mon périmètre utopiste et magique pour moi, ce serait d'avoir une gestion complète de mon membership, du recrutement des membres, donc à travers des formulaires jusqu'à la facturation des memberships. Je veux pouvoir embarquer ces membres dans la gestion d'événements avec du paiement en ligne, des formulaires d'inscription aux événements. Je vais vouloir avoir un annuaire en ligne, donc un accès extranet où les membres vont pouvoir mettre à jour leurs données, par exemple, etc. Pouvoir donner un accès à de la documentation dans ce portail pour que les membres puissent trouver de la documentation. On va très vite se rendre compte entre le périmètre imaginé, donc celui qui est vraiment utopiste, et la réalité de ce qui est faisable. Parfois, il y a un pas. Il y a on va dire, un espèce de réalisme à garder, et il faut garder les pieds sur terre, on va dire, en acceptant de se dire que peut-être que dans un premier lot, je vais envisager en fait un déploiement avec une première partie, un premier lot qui va me permettre de faire vraiment l'essentiel de mon activité. Peut-être les 80% vraiment de ce qui est critique pour mon organisation. Eh bien, je vais me concentrer là-dessus. Et le reste, eh bien, ça va venir dans un second temps. On parle de lot, en fait, ou de phase dans un projet. Et du coup, c'est peut-être ça qu'il faut commencer à faire, c'est mettre cette photographie complète sur la table et tout de suite prioriser, on va dire, un petit peu les processus qui sont indispensables pour pouvoir commencer le projet et les autres qui pourraient arriver potentiellement dans un second temps. Alors, on va mettre en place un groupe de travail restreint. Il est important que vous monopolisiez les personnes clés dans votre entreprise qui connaissent bien les différents processus que vous avez besoin d'embarquer dans votre CRM. L'idée, c'est de se poser les questions sur quels sont les processus qui fonctionnent bien aujourd'hui et ceux qui ne fonctionnent pas bien. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut plus faire? Et qu'est-ce qu'on voudrait avoir, en fait, dans l'idéal? C'est vraiment toutes ces questions qu'il faut se poser et qui doit être mis en commun avec ce groupe de travail que vous allez constituer. Et puis, parfois, se poser la question, est-ce que dans mes processus, qu'est-ce qui me prend 80% de mon temps et que je souhaiterais voir automatisé? Et puis, peut-être les 20% d'exception, etc., ça, je vais me dire, voilà, je les garde en gestion plutôt manuelle parce que je m'aperçois que ça va être difficile à automatiser ou ça va être très complexe on va dire, à mettre en place. Donc, voilà, il y a toutes ces questions à se poser dans ce périmètre qu'on va définir. Et puis, bien évidemment, dans cette partie-là, on va autant que possible essayer de se focaliser sur les process qui sont à forte valeur ajoutée. Si 80% de mon chiffre d'affaires est réalisé sur un processus en particulier, je vais être sûr que celui-ci soit embarqué dans le lot 1 de mon activité, puisque si je fais que les 20%, mais j'ai 80% qui restent en manuel et qui représentent la plus grosse valeur ajoutée de mon activité, ça serait un loupé.
Toi, Céline, comment est-ce que tu as vécu en fait cette mise en œuvre de ton périmètre? Comment tu as pu arriver à dessiner ce périmètre de manière cohérente et, on va dire, réaliste pour la CCIBW? C'est vraiment un point important à partager. On parlait de tout ce qui était expérience vécue pour les plannings, les personnes, etc. Si je me raccroche donc au point du périmètre aussi conseil de Denis, pour la constitution d'un groupe de travail, mais c'est vrai que c'était vraiment important. Ça dépend un peu de combien vous êtes dans votre entreprise, mais très clairement, on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table, c'est impossible. Et donc, il faut trouver les personnes clés, comme l'expliquait Denis. Donc, chez nous, par exemple, on a décidé d'impliquer tout le monde dans le projet, mais pour les prémices du projet, jusqu'au bout, on avait un petit groupe de travail. Dans ce groupe de travail, il y avait toujours le dirigeant, enfin moi, ce qu'on peut appeler aussi un chef de projet qui va durer et qui va passer par toutes les phases. Parce qu'il y a dans le dirigeant une vue, une hélicoptère view, on va dire ça comme ça, et puis surtout, il tient à la stratégie globale. Donc, il peut faire avancer les choses tout de suite dans les réunions et dans les réflexions que peuvent avoir les utilisateurs futurs. Et puis, on a eu 2 personnes, donc on est 11 à la chambre, donc on a eu 2 personnes qui ont travaillé depuis les prémices jusqu'à la fin. C'était 2 personnes clés qui connaissaient très bien l'ancien système que nous avions, donc la base de données, etc., et qui connaissaient très bien les fonctionnalités de celle-ci, la relation qui existait entre les différents points, et puis surtout les métiers les plus conséquents. Donc, c'est vraiment ce petit groupe de travail qui a travaillé depuis l'analyse, etc., etc. Alors, quand Denis parle de développement spécifique, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. En principe, si vous fonctionnez bien, si vous avez déjà des bonnes fonctionnalités, et donc au lieu de faire quelque chose de tout à fait spécifique, bah, on a voulu, en tout cas à la CCIBW, pouvoir avoir quelque chose qui n'était pas trop coûteux non plus, parce que faire des choses tout à fait adaptées, bah, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Ce qu'il faut faire, c'est repenser autrement et essayer de faire coller les fonctionnalités qui sont proposées par l'outil à des choses plus métiers très, très spécifiques. Et donc ça, c'est vraiment bien à expliquer aussi avec le prestataire ou dans l'analyse, etc. Il ne faut pas tout réinventer si ça fonctionne bien. C'est pareil pour voilà, le point 4, hein, Denis dit bien, ne pas remettre en cause ce qui fonctionne bien. Évidemment, quand on veut quelque chose de nouveau et d'innovant, surtout sur le marché maintenant, il y a plein de choses qui paraissent très gai, plein de fonctionnalités où on se dit waouh, wow, un super outil, super innovant, etc. Il ne faut pas tomber dans le piège parce qu'effectivement, ça doit être un changement, mais ça ne doit pas être une révolution. L'entreprise, elle tourne avec ce qu'elle a, mais elle peut évoluer mieux. Donc, le but, ce n'est pas de remettre en cause tous les process existants. Donc, chez nous, on a vu qu'inévitablement, on avait des process qui étaient devenus obsolètes, mais qui pouvaient être adaptés au nouvel outil. Ou bien, on a vu aussi qu'on avait des process qui fonctionnaient très, très bien et qu'on a pu faire rentrer dans les fonctionnalités. On revient au point 2, dans les fonctionnalités plus standards. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut échanger avec soit l'analyste, soit le prestataire, et c'est parce que c'est lui qui va vous expliquer exactement comment mettre ça en route. Alors, au niveau de... Oui, voilà, je te laisse aller. Non, vas-y. Non, c'est extrêmement important ce que dit Céline. Effectivement, on se rend compte que il y a plusieurs choses. C'est que, enfin, vous voyez comme Céline était impliquée dans ce projet. Vous le sentez de la manière dont elle en parle. Je pense que c'est un des points clés également. C'est l'implication en fait de la direction dans ce travail de définition du périmètre. Être au courant d'avoir une espèce d'impulsion qui vient de la direction. Et puis, effectivement, d'être au courant de ce qui va falloir changer en termes de process en interne et qui va nécessiter un peu plus d'appui de sa part pour opérer ce changement, de la part de la direction, pour accompagner ce changement de process, pour essayer de rentrer dans les standards d'un outil qui est en place, pour éviter de réinventer la roue. Ça va nécessiter de la formation, de l'accompagnement aux gens. Et puis les développements qui, eux, fonctionnent bien et peut-être qu'il va falloir faire entrer dans l'outil avec un peu de développement spécifique. C'est tout un espèce de jeu et de balance qu'il faut essayer de trouver. Le dernier point qui est vraiment sur la période courte et mobilisatrice du projet,
je pense que Céline, là aussi, l'a vécu. En fait, il est important dans le périmètre et dans le planning, etc., qu'on va penser, de garder en fait à l'esprit que c'est un projet qui va monopoliser vos troupes pendant une période, et si possible la plus courte possible. C'est-à-dire qu'on a une espèce de momentum qui se crée avec le projet CRM, de la phase de lancement, hein, du projet jusqu'au go live, qui va en crescendo. Et il faut essayer de garder en tête qu'on va vivre ce projet tous ensemble de manière continue. Il faut éviter le plus possible d'avoir des projets qui se font sur la durée, avec des moments forts, et puis ça retombe en fait avec des semaines où il ne se passe rien ou des mois où il ne se passe rien. Ce qu'il est important de s'assurer auprès de votre intégrateur, hein, que vous citerez, c'est de s'assurer que de son côté, voilà, il y a des équipes qui vont être monopolisées sur la durée de votre projet, sans trou dans la raquette, et de la même chose de votre côté. S'assurer que vos équipes auront des plannings qui vont leur permettre de gérer cette période forte de projet. Donc, c'est un peu un espèce de crescendo avec un feu d'artifice à la fin qui est le go live. Il faut essayer que ça se passe comme ça. Tu as d'autres choses, Céline, que tu voulais partager sur cette partie, non? Non, c'est bon? Alors, une autre chose, il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux et qui sont souvent oubliés en fait dans les projets. On se lance vers le futur, et on se lance tout de suite dans une photographie géniale de ce que je voudrais avoir dans mon CRM, etc. Puis on oublie bien souvent de regarder un petit peu le périmètre initial, d'où je pars, c'est-à-dire l'historique, hein, l'héritage du projet, d'où je viens. Le critère humain qui est pour moi le plus important. On travaille dans l'informatique, on travaille avec des process, etc. Mais le facteur humain est la clé du succès d'un projet CRM. Si on oublie l'humain, on oublie tout. Ça ne sert à rien de faire un projet CRM. C'est le cœur de ce qu'on va vivre au quotidien avec les utilisateurs, avec la direction, avec le prestataire. C'est ce rapport à l'humain. Et puis, bien évidemment, le budget et le retour sur investissement. Donc, on va regarder ça rapidement. Je vais essayer de rester sur le timing qu'on s'est donné. Alors, moi, j'appelle ça l'historique ou la photographie de l'existant, en fait. Quand on commence à regarder le périmètre, il ne faut pas oublier aussi de regarder ce qu'on a aujourd'hui en boutique, on va dire. Donc, on a les fonctionnalités métiers, c'est-à-dire regarder quels sont les outils que j'utilise aujourd'hui. Quelles sont mes équipes, elles travaillent avec quoi comme outils? Est-ce qu'elles travaillent avec des outils qui sont effectivement peut-être des Excel, etc. Mais qu'est-ce que font mes équipes avec ces outils-là? Quelles sont les forces et les faiblesses des outils qui sont actuellement utilisés par mes équipes? Et comment je vais faire, en fait, pour soit m'interfacer avec ces outils-là parce que je ne peux pas les remplacer, typiquement l'outil comptable. Hein, là, moi, je ne fais pas de la comptabilité, je vais aller jusqu'à la facturation, mais je ne vais pas faire la comptabilité. Donc, il faut bien prendre en considération qu'il y a des outils avec lesquels il faut s'interfacer, on ne peut pas s'en passer. Et puis, les process qu'on va remplacer, donc typiquement FileMaker pour la CCBW, hein, qui est l'outil qu'on va remplacer, qu'est-ce qu'on y fait dans cet outil? On voit qu'on met à jour des données, on en exporte, on fait des exports, on fait des rapports. Il faut vraiment avoir cette photographie sur les différents métiers et les différents outils utilisés pour vraiment s'assurer que quand on va mettre en place notre périmètre et notre liste de besoins en fait, fonctionnels, qu'on va couvrir tout cela pour ne rien oublier dans le périmètre que je vais mettre en place avec le CRM. Et puis, tous les espaces en ligne. Hein. Si j'oublie de rentrer dans ma photographie d'existant, que je dois recevoir de la donnée qui vient d'un site Internet, c'est le cas, par exemple, avec la CCBW encore, où on a des plateformes comme IATA ou DigiChambers avec lesquelles on a des données qui doivent rentrer dans le CRM. Il ne faut pas les oublier. Il faut vraiment faire cette espèce d'état des lieux, de se dire, dans mon environnement aujourd'hui, quelles sont les données qui viennent de manière centrale dans mon organisation, d'où elles viennent. Et il faut que ce gisement d'informations, parce que ce sont vraiment des informations critiques pour mon organisation, il faut vraiment les intégrer dès le début. D'accord ?
Et puis, le point le plus critique, enfin, moi je pense qu'il y a 3 points qui sont importants dans un projet CRM, c'est toutes ces interfaces avec des outils tierces, la conduite du changement et l'humain qui est critique, et puis la reprise des données. Puisqu'effectivement, il faut se demander où se trouvent mes données aujourd'hui, c'est-à-dire dans quel type de fichier, dans quels outils, est-ce que ma donnée elle est structurée ou pas du tout, ou c'est le bazar complet. Combien de fichiers, quel format, est-ce que les formats sont différents, est-ce que j'ai dans un sens des données qui sont complètement mises horizontales et sont illisibles, ou alors les informations du contact et de la société sont complètement mélangées, par exemple. Est-ce que j'ai des catalogues de données qui sont à peu près propres et uniformisés? Je prends un exemple tout bête, hein, mais si j'ai un catalogue d'activités avec industrie, et puis dans un autre fichier, c'est industrie, mais écrit avec une minuscule, l'autre c'est une majuscule, après j'ai secteur industriel. Si on fait pas un gros travail sur les données en amont du projet, eh bien, je vais me retrouver le jour du go live avec des gens qui vont vouloir commencer à utiliser votre nouvel outil CRM. Ils vont faire des filtres sur je veux toutes les entreprises de type activité industrie, par exemple. On va s'apercevoir qu'il n'y a rien qui ressort parce qu'effectivement, dans le catalogue industrie, il est 10 fois écrit de manière différente, par exemple. Ou alors un monsieur avec MR, et puis après M point, et puis après monsieur, et puis après monsieur avec une minuscule. Et là, tout d'un coup, vous vous apercevez que vos données, en fait, l'historique de vos données, et il n'est pas terrible, et ça va donner une mauvaise teinte pour ce projet CRM. Donc, c'est hyper important de se poser ces questions-là et aussi d'estimer déjà le plus en amont, hein, même avant que vous ayez cette conversation avec le prestataire, du travail que va représenter de consolider et nettoyer votre donnée. Parce que ça peut être un travail non négligeable, hyper important. Moi, j'ai des projets qui se sont retardés de 6 mois parfois à cause de ça. C'est-à-dire que tout le reste était prêt, mais les données, on ne pouvait pas les importer parce que ce travail n'avait pas été fait. Ça m'est arrivé il y a encore quelques années. Et puis, la question du volume des données, c'est hyper important. Hein. J'ai des fondations qui ont des millions de données. On en parlait avec Céline juste avant. Des millions de données, si on le découvre au dernier moment, des fois, la reprise de données de millions de données, ça peut avoir un impact pour le choix de l'outil déjà. Est-ce que j'ai choisi l'outil qui me permet de gérer autant de données et de faire des analyses sur autant de données? Donc voilà, ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et là, Céline, moi, je te demande parce que je sais que tu avais une photographie de l'existant, un historique qui était pas facile non plus. Et moi, je suis curieux de me ressouvenir de comment tu as pu gérer cette étape-là. C'est un travail d'équipe, évidemment, hein, équipe interne, équipe externe. Pour revenir sur le slide de Denis, c'est un slide très important selon moi. Tout ce qui concerne vraiment l'adhésion de l'utilisateur à l'outil, nous, on s'est fait accompagner. Vous pouvez choisir l'accompagnement via un prestataire ou un truc comme ça, mais on avait choisi de se faire accompagner. Mais surtout, on avait choisi aussi de faire travailler et de faire réfléchir tout le monde. Donc l'outil, une fois qu'il est évalué par tout le monde, mais il est beaucoup plus intégré, accepté, et ça fait partie de la gestion du changement. Donc on revenait tout à l'heure à tout ce qui était facteur humain, et l'importance aussi, c'est de toute l'information des utilisateurs. Donc nous, on en a parlé énormément, on savait exactement là où on voulait, c'est ce qu'on ne voulait plus, comme l'a dit Denis. Et on a impliqué tout le monde dès le début. Et surtout, ce qui était important dans le facteur et dans l'historique, c'était, on parlait de changement, mais surtout pas cacher aux gens que ça va être, pas une révolution, mais en tout cas un travail quand même qui est assez énorme dans l'analyse, dans la récupération des données, dans la formation, etc. Et donc, il y a tout un pan de l'humain qui passe par là, capter les inquiétudes, essayer de démystifier au fur et à mesure des ateliers, etc. Donc, il y a vraiment une très grande phase d'adaptation. Et effectivement, ce qui était important dans ce que disait Denis, pas oublier que les équipes, elles travaillent en parallèle, et donc qu'il faut pouvoir les délester pour leur charge, parce que sinon, voilà, c'est déjà une pression en soi, mais il faut vraiment pouvoir gérer ça. Nous, comme je le disais, par rapport à l'analyse, on avait choisi de travailler avec un consultant externe. Alors pourquoi ? En fait, quand on est dedans, comme on le dit, on a le nez dans le guidon. On a le nez dedans, c'est difficile d'imaginer autre chose. On avait un système,
on a besoin de quelque chose de différent, mais on ne savait pas quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a voilà, fait l'analyse pour pouvoir faire passer en fait la personne chez tout le monde pour bien comprendre le fonctionnement de chaque collaborateur. Et ça, c'était vraiment, comme on le met, l'adhésion du collaborateur est un facteur essentiel. Et en somme, au fur et à mesure du passage de l'analyste chez chacun, il a pu déterminer exactement les fonctionnalités spécifiques de tout le monde. Et puis, c'était important aussi pour moi ou pour le chef de projet de pouvoir suivre cette analyse pour pouvoir justement savoir, parfois on ne connaît pas toutes les fonctionnalités ou le métier de tout le monde et c'est important de pouvoir le savoir. Et puis pour la reprise des données, je trouve ça très important ce que Denis dit parce que effectivement, donc le projet il s'étale sur un certain temps. On met des prestataires externes aussi. Nous, on avait choisi notre informaticien parce qu'il ne faisait pas juste la gestion de notre parc de données. En fait, c'est quelqu'un qui connaît très bien la manière dont on fonctionnait avant, notre outil précédent. Et donc, il faut choisir quelqu'un qui va vraiment comprendre les mots et les termes employés et le fonctionnement du système d'avant pour pouvoir le transformer en mots d'après. Parce qu'on s'est rendu compte, et comme le dit Denis, dans notre ancienne base de données, on avait parfois des messieurs, des madames, etc. Mais quand on voulait faire le switch avec la nouvelle base, forcément, ça ne fonctionnait pas. Et ça, c'est vraiment un temps qui a dû être intégré chez l'informaticien comme chez nous, comme chez Edenec, pour bien comprendre que ça prend un temps infini de transformer les données pour qu'elles soient entendables par le nouveau système. Et donc là, le rôle de votre informaticien est crucial parce qu'il faut vraiment qu'il ait bien compris l'ensemble des choses. Donc il faut vraiment bien choisir. Soit c'est interne, soit c'est externe, mais il faut qu'il ait compris comment ça fonctionnait avant, comment ça fonctionne après, pour qu'il le traduise directement. Voilà, ça c'était un peu l'expérience et les conseils. Bien choisir, de bien analyser de base. Donc quoi, je dis pas n'importe quoi, c'est vrai. Hein. C'est vrai. On a même des gens qui, lors de la reprise de données, se disent, mais en fait, je sais même pas comment je peux sortir les données de mon outil actuel. Et là, du coup, parfois, c'est critique. Ça peut être embêtant. Donc, il faut s'y pencher le plus tôt possible. Alors, on en parle, hein, mais l'humain, moi, j'y reviens, c'est le facteur clé du succès du projet. Je crois que vous l'avez entendu à travers Céline, mais les 4 facteurs clés, et je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais c'est un point essentiel. Si votre direction n'est pas impliquée dans le projet, et ça a été un gros succès, un gros facteur de succès pour la CCI BOE, c'est presque voué à l'échec. J'ai envie de dire, moi j'ai fait beaucoup de projets chez Edenec. À chaque fois que la direction s'est mise à l'écart du projet CRM, on a vu un échec ou un succès vraiment partiel. Les projets qui fonctionnent sont des projets qui sont insufflés et impulsés par la direction, les directions, hein, si on a plusieurs départements qui s'y collent, et puis d'impliquer vraiment les bonnes personnes, les key users, c'est-à-dire des pilotes qui vont participer aux ateliers, qui vont être les gens qui vont être ambassadeurs de la solution en décrivant les process pour qu'on puisse les intégrer lors des ateliers dans l'outil. C'est définir bien ces pilotes qui vont être référents dans l'entreprise, c'est critique. Communiquer le plus possible auprès des futurs utilisateurs pour les impliquer dès le début dans la dynamique du projet, c'est un facteur clé de succès. Et bien évidemment, former les équipes au niveau processus et à l'utilisation de la solution. S'il n'y a pas de formation, si on les livre à un outil sans avoir le guide de pilotage, ça ne peut pas marcher. Vraiment, mobiliser, adopter et collaborer, c'est un travail d'équipe. C'est hyper important. Bien souvent, moi, je prends une métaphore très simple pour comprendre un projet CRM. C'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire que si vous avez des super pilotes qui sont présents lors des ateliers pour dessiner une voiture, donc votre CRM, mais on oublie de travailler sur les données. Donc, ça veut dire que le jour où le CRM il est parfait, il est magnifique, et puis on n'a pas travaillé sur les données, le jour du Go Live, il y a une magnifique voiture, mais il n'y a pas de moteur dedans. Et puis, si en plus, on n'a pas formé le pilote de la voiture, c'est-à-dire les utilisateurs, eh bien, en fait, le projet CRM va nulle part. Donc, c'est vraiment un espèce de
balance entre tous ces points, hein, l'humain, le côté formé, le côté impliqué, et puis toute l'historique de nos données, de nos process qu'il faut vraiment avoir bien en tête. C'est un cocktail de tout cela qui fait que ça marche, en fait. Bien identifier les risques, hein, il faut le manque de maturité sur ce type d'outil, par exemple. Est-ce que mes équipes sont prêtes à passer à faire ce changement? La charge de travail supplémentaire pour mes équipes, est-ce qu'elle est supportable? Est-ce que ça nécessite que je me réorganise en interne avant de me lancer dans ce projet? La réticence au changement, expliquer pourquoi. On en revient toujours voilà, à ce qu'on disait, expliquer pourquoi on fait ce changement et le motiver. Et quand ça vient de la direction, c'est encore mieux. Explique pourquoi on fait ces choses-là. Et puis, il y a toujours une méfiance liée au partage d'informations. C'est très culturel, ça, dans une entreprise, d'avoir des gens qui pensent que la donnée est la leur. Je travaille sur mes contacts, mes fichiers Excel, ils sont à moi. Alors qu'en fait, il y a une vraie culture du changement à opérer en interne en disant, non, on travaille sur un outil maintenant centralisé dans lequel les informations vont être présentes, partagées par tous et pour tous surtout. C'est plus une notion de, même si les contacts peuvent être toujours flagués dans le CRM en disant, ce contact est travaillé par un tel ou par un tel, il y a vraiment cette notion de mise en commun et de partage de l'information. Donc, voilà, parfois, ça nécessite un petit travail en amont, briser la notion d'appartenance de la donnée. Voilà. Et puis, effectivement, former, accompagner. Donc ça, c'est voilà, une implication en amont, formation à la mise en production, des formations complémentaires, souvent 2 à 3 semaines après la mise en production pour continuer à aider les équipes dans le changement. Voilà. Et puis faire des points récurrents sur l'utilisation. Là, moi, je laisse parler Céline encore une fois parce que je crois que tu as fait ça à la perfection en créant des manuels pour tes équipes, en faisant des déjeuners d'équipe. Enfin, tu peux l'expliquer en quelques mots, mais je trouve que tu as été exemplaire là-dessus. Ouais, je prends les fleurs. Tout ça fait partie de l'humain, évidemment. Mais la formation, c'est important. Ce qui est important de dire aussi, c'est que donc, dans l'implication du personnel, ils doivent effectivement se former et faire leurs tests. Et ça, quelque part, c'est vraiment au chef de projet de dire à chacun est-ce que vous avez fait vos tests, est-ce que vous avez bien compris, etc., avant d'envoyer le go live. Pour l'instant, ils sont toujours sur l'ancien système. Après, ils passeront sur un système qu'ils ne connaîtront pas du tout. Donc, il faut qu'ils soient vraiment bien formés. Donc, on est formé par, effectivement, le prestataire, à l'outil, c'est forcé. Puisqu'ils ont été intégrés au développement et aux ateliers, etc., ils le connaissent déjà un petit peu. Et de là à le mettre en pratique, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on n'a plus d'autres informations puisque l'autre système est obsolète ou plus mis à jour, etc. Et donc, à la chambre, ce qu'on avait vraiment fait, c'était vraiment de faire des groupes de travail, de formation, d'ateliers, etc., de mettre tout le monde dans une pièce séparée pour ne pas être dérangé par ceci, cela, bien organiser le backup derrière, et puis surtout, voilà, rendre ça convivial. C'est pas aisé de passer toute une journée devant un écran à remplir des cases, apprendre, etc. C'est extrêmement épuisant. Je ne sais pas comment on fait en web d'ailleurs, pour l'instant pendant le Covid, mais voilà, en présentiel, ça peut faire l'objet de petits team building en fait. Et puis en matière de formation, ce qui est important aussi, c'est qu'une fois qu'on est lancé, le prestataire, il est là, mais on ne peut pas le déranger nécessairement tout le temps pour des petites questions, etc. Et donc, il faut quelqu'un en interne ou plusieurs personnes clés en interne qui peuvent répondre à toutes ces petites questions, etc. Et donc, ici, à la Chambre, on avait créé ce que j'avais appelé la Bible d'utilisation. Donc, on a reçu un manuel d'utilisation de la part du prestataire, ça c'est évident, mais qui n'a pas nécessairement toutes les spécificités de l'entreprise. Et donc là, j'avais vraiment fait l'effort de traduire l'ancien système dans le nouveau et de dire pourquoi il fallait remplir tel ou tel champ ou à quoi servait telle ou telle fonctionnalité. Parce que ce qui est le plus embêtant pour les utilisateurs, c'est remplir. Alors remplir, ça embête tout le monde. Mais quand on leur dit que ça va leur servir à leurs statistiques, à rechercher tel ou tel produit, détecter tout de suite l'activité de l'entreprise, etc., etc. Donc, quand on leur explique bien à quoi ça va servir, ça les incite à remplir. Et donc, j'avais créé toute cette petite Bible. J'avais créé aussi, et ça c'est important à partager aussi, et le chef de projet doit vraiment pouvoir s'impliquer et se mettre à la hauteur des utilisateurs qui utilisent leurs propres fonctionnalités, mais aussi des fonctionnalités qui sont transversales. C'est des petits tutos. Donc, dès qu'il y avait une question qui se posait,
par un utilisateur. Elle était réalisée en petits tutos, voilà, comment on fait tel champ, etc. Ou bien pour faire telle recherche, il faut faire comme ça. Et le petit tuto, c'était un bête PowerPoint, a été envoyé à tout le monde. Et donc, ça constituait comme ça une espèce de base de données d'utilisation. C'est un peu comme si on avait mis toutes nos questions sur un tableau et puis qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui savait répondre, il pouvait y répondre et puis le partager. Et en fait, c'était vraiment le but. Donc maintenant, on a une équipe qui a les mêmes informations, la même formation, les bonnes explications de base, de privilégier évidemment le chef de projet, parce que c'est lui qui mettra en route et qui poussera vraiment l'équipe à utiliser le nouveau logiciel. Plus on l'utilise et plus on est apte à l'utiliser. Je peux vous dire que heureusement qu'on a fait ce travail énorme après le Go Live, parce que on est arrivé après le Go Live à une période Covid, où tout le monde a dû retourner chez soi de manière très autonome et tout le monde a réussi à utiliser l'outil. Voilà, la formation est vraiment importante et le suivi et les bonnes idées d'échange d'informations sont extrêmement importantes. On va impliquer en amont effectivement ces utilisateurs clés dans les process, etc. Et plus le changement se fait de manière, on va dire, souple, on va dire. Plus on a été impliqué dans les ateliers, les tests, les formations, et plus on arrive le jour du Go Live, c'est presque, on va dire, un débouché naturel que de passer sur cet outil-là, puisqu'on s'y est préparé avec toutes les équipes à y passer, en fait. Voilà. Donc l'implication en amont, on peut croire que ça coûte cher en termes de sacrifice, on va dire, mais c'est un investissement qui porte ses fruits, et je crois qu'à la CCB, on l'a bien vu. On est arrivé le jour du Go Live, c'était un feu d'artifice. Voilà. Les gens étaient prêts, ils avaient les outils, vous aviez le temps que vous aviez passé était là, et on était prêts. Avant, je garde un œil sur l'heure. C'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur beaucoup, donc on parle beaucoup. On va essayer de garder, on n'a plus que quelques slides. Tout simplement, on va regarder le budget, mais les 3 éléments qui vont vraiment faire varier votre budget, c'est le périmètre de la solution. Hein, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Plus vous mettez de besoins et plus ça va vous coûter cher, on va dire. Et puis, les fournisseurs de solutions CRM, elles vous proposeront toujours des solutions standards. Et ben, c'est l'écart en fait entre le standard et le spécifique, ce que disait tout à l'heure Céline, qui va représenter souvent un coût supplémentaire. Et puis, pour certains fournisseurs, ça va être le nombre d'utilisateurs comme Modenet qui va jouer dans la balance pour le budget. D'autres fournisseurs, ça se base sur le volume de données que vous allez avoir. Non pas le nombre d'utilisateurs, mais le volume de données. Voilà, c'est des choses à savoir pour votre projet CRM. Et puis, le retour sur investissement pour justifier de la rentabilité d'un projet. C'est vraiment d'identifier effectivement les indicateurs quantitatifs qui seront facilement mesurables pour juger on va dire du côté bénéfique de la mise en place de ce CRM, mais c'est pas toujours évident en fait d'avoir des éléments quantitatifs. Parfois, quand on gère un volume de dons, par exemple, un volume de ventes, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être mesurables, ou un chiffre d'affaires, voilà, où là je peux regarder. Mais il y a beaucoup d'indicateurs qualitatifs qui sont appréciables, on va dire, et à mesurer dans le temps. Par exemple, l'amélioration de l'image, la satisfaction de mes équipes en interne, l'amélioration des services rendus à mes clients, sont des choses qu'on peut apprécier. Je crois que Céline l'a récemment, on en a parlé juste avant, l'a récemment apprécié lors d'un audit qui a été réalisé, où là, effectivement, ça t'a permis de prendre la mesure de tous les bénéfices de ce CRM. Vous voulez ajouter un truc en avance, Céline, c'est bon ? Très rapidement, et pour finir, alors comment on prépare son projet CRM, élaborer son cahier des charges, les processus métiers embarqués, préparer ses données. Je vais essayer d'aller assez vite puisqu'on a beaucoup parlé sur cette partie-là. Donc, pourquoi on fait un cahier des charges? Céline s'est fait accompagner, mais on peut aussi se lancer en interne, déjà commencer à l'esquisser. C'est pour ne rien oublier déjà, tout simplement, être sûr qu'on met bien tout ce qu'on a en tête par écrit, pouvoir déjà se rappeler tous les processus qu'on doit intégrer, le périmètre, etc., définir les priorités, ce qui va me permettre parfois de dire, ça, je mets ça dans un lot 1, dans un lot 2. Et puis, surtout, pour pouvoir choisir votre prestataire. Puisque, en fait, on va, à partir du moment où on a fait tout ça, on a fait toute cette année, dont on a les slides qu'on a vus avant, qu'on a tout mis sur papier, on va pouvoir se renseigner sur les éditeurs, les intégrateurs de solutions CRM qui correspondent le mieux en fait avec ce que j'ai choisi de mettre en place, qui colle avec mon organisation. Puisqu'il y a toute cette partie dont on a parlé, je reviens toujours à l'humain, mais il y a aussi cette espèce
d'alchimie qui va se passer avec l'équipe du prestataire. Je veux être sûr que mes équipes projets en interne vont pouvoir travailler de manière confortable avec les équipes de l'intégrateur. Il faut qu'il y ait une espèce de clic qui se passe entre les équipes, puisqu'on va passer beaucoup de temps ensemble dans les tests, les ateliers, etc. Et il faut que ça se sente aussi dans votre choix. Au-delà des critères techniques, on va dire, il y a ce côté humain qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pour impliquer tout le monde aussi, il ne faut pas que ce soit rédigé que par une personne, mais vraiment, il faut impliquer tous les métiers. Que ces personnes clés et référents participent à la rédaction de ce cahier des charges, pour être sûr qu'on ait tout le monde dedans et qu'ils soient ensuite ambassadeurs en interne pour les lots suivants. D'accord ? Et se poser les bonnes questions, les fréquences et récurrences des procédures que je vais écrire. Combien de temps est-ce que ça me prend quand j'écris une procédure dans ce cahier des charges? Bien se poser les bonnes questions. Qui s'en occupe? Combien de temps y est consacré à chacune de ces procédures? Quelle complexité? Quelle évolutivité dans le temps? Est-ce que c'est un process qui va évoluer? Et déjà l'anticiper en l'écrivant dans ce cahier des charges. Est-ce qu'il va y avoir vraiment un gain de temps sur l'automatisation de tel ou tel process, etc. Okay. Donc, c'est vraiment un projet CRM, c'est l'occasion de mettre à plat la définition des processus, vraiment de l'écrire. Il y en a qui existent déjà avant le projet, il y en a d'autres qui existeront après. Et déjà, en fait, de pouvoir s'imaginer ce que ça va générer comme nouveau process, comme nouvelle attitude en mettant en place un CRM, de l'écrire, ça permet d'anticiper beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, de concrétiser ce que l'on fait et comment on le fait. Okay. Donc, plein de questions à se poser, c'est hyper intéressant et riche. Et puis, on a aussi un plan type de cadrage pour vous aider à vous poser ces questions-là, que vous pouvez nous réclamer auprès de Céline ou Ben après, il n'y a pas de souci, on vous les fera parvenir par email pour commencer à travailler sur cette réflexion. Voilà. Alors, si en plus vous pouvez vous faire accompagner comme Céline, c'est encore mieux, qui va vous aider à cadrer ces besoins. Typiquement, un projet, ensuite, comment ça se déroule? Alors, ça, c'est vraiment pour vous donner un aperçu pour les gens qui ne connaissent pas encore ce vers quoi ils se dirigent. Un projet CRM, on a plusieurs phases. Une phase de lancement, qui est vraiment la mise en place de la base de l'environnement pour les gens, qui va servir de socle pour la personnalisation de l'outil. On forme les pilotes. Ensuite, on a toute une phase de personnalisation. On va en fait personnaliser l'outil pour qu'il vous ressemble, en y ajoutant soit les parties spécifiques ou soit en vous expliquant comment les fonctionnalités standards fonctionnent, et puis en amenant toujours cette petite part de personnalisation. On a une phase de développement pour tout ce qui est spécifique, pour toutes les interfaces à faire avec d'autres outils, la mise en place d'extranet. Et puis en plus de cela, on a effectivement ce gros travail de reprise de données qui doit être effectué, de tests et de recettes, qui est un moment extrêmement important qu'il ne faut pas négliger non plus dans la dynamique de votre projet. Quand votre prestataire vous montrera quelque chose qui ressemble à cela, puisque c'est en général une trame assez classique qui est devant vous, jusqu'au déploiement et la mise en production avec la mise en service de l'outil, l'accompagnement à la mise en production, etc. Ok. Tu avais un truc à ajouter là-dessus, Céline? Non, c'est un planning, enfin, ici c'est très, enfin, ça reste global, mais on avait un planning de ce type avec plein de flèches aussi à la chambre, et je vais vous dire, c'est vraiment important. On a parlé du planning tout à l'heure, mais parce que tout le monde doit pouvoir avoir une vue sur ce planning, et toutes les personnes qui sont tout autour doivent pouvoir être réintégrées, parce que dans l'équipe, comme on le disait tout à l'heure, l'activité ne s'arrête pas. Et donc, tout le monde savait exactement quand c'était plus opportun ou pas de prendre ses congés. Donc, on avait bien pris la mesure qu'il ne fallait pas que tout le monde soit parti à gauche, à droite pendant les vacances, etc. Enfin, qu'il fallait être là pour les phases. Et donc, aussi savoir quand ça allait être plus ou moins chaud, on va dire ça comme ça, pour les utilisateurs qui faisaient des tests ou à ce moment-là, des choses comme ça, et pouvoir s'entraider. Ça, c'est l'aspect humain. Et puis surtout, l'aspect extérieur. Donc, pour la reprise des données, il fallait être sûr que toutes les phases, toutes les bases de données qui étaient liées étaient disponibles à tel ou tel moment. Donc, c'est vraiment important d'avoir le planning. Et pour en revenir à ce que Denis disait sur le cahier de charge. Le cahier de charge, il n'a pas besoin de faire 30 000 pages. La seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qu'on avait
qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut, et puis le transformer. Et donc, ça ne doit pas non plus être une tâche extraordinaire. Il faut juste penser aux bonnes choses. Donc, la trame que Denis peut vous donner, c'est important, mais il y a moyen de le faire soi-même ou accompagné. Donc, voilà, le cahier de charge, c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est vraiment le roadbook en fait, de votre activité. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait, nous, à la chambre. Et puis ces outils, hein, par exemple ce planning, c'est extrêmement aussi important pour pouvoir le communiquer aux gens qui ne sont pas directement impliqués dans le projet, mais qui financent par exemple votre projet, comme votre comité de direction ou votre CA, le conseil d'administration, qui va être derrière ce projet, qui ne sait pas forcément ce qui se passe, mais de pouvoir communiquer dessus. Là aussi, on parle de communication, ça part des users qui vont utiliser, de la direction, mais aussi des gens qui sont les sponsors de votre projet pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe, de la dynamique, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est important d'avoir ces phases-là et de pouvoir communiquer aussi autour de ça. Alors, je terminerai là-dessus, hein, mais quel CRM pour votre projet, puisque ça peut être une question que vous vous posez. Dites, mince, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais voir qui comme fabricant de CRM et comme éditeur de CRM. Alors, on a 4 grandes catégories de solutions de CRM. Si j'essaie de vous résumer de manière simple les différents acteurs qu'on va trouver sur le marché, on a forcément les grands généralistes. Alors, vous les connaissez extrêmement bien, puisque vous les avez au moins entendus une fois dans votre vie. C'est soit Microsoft ou Salesforce, qui sont des éditeurs américains et qui fonctionnent en fait. Alors, ils éditent la solution et ils travaillent avec un réseau d'intégrateurs, de gens qui vont mettre en place la solution. Ce qu'il est important de s'assurer, si je peux vous donner un conseil, c'est de s'assurer que l'intégrateur, en fait, va réaliser votre projet, connaisse bien votre métier, en fait. C'est hyper important de s'assurer de cela, puisque l'outil, on va dire, de Salesforce ou Microsoft permet plein de choses, mais par contre, si on n'arrive pas à le traduire dans les mots du client, dont le métier, ça va être de gérer des membres, de gérer des dons, de gérer des clients, c'est important d'avoir cette espèce de garantie que l'intégrateur connaisse bien votre métier. Il sait de quoi vous parlez. Mettre en place un outil de CRM métier intégré, avec des équipes qui connaissent bien vos métiers, la saisonnalité aussi de votre activité, c'est tout bête, mais si la personne, l'intégrateur ne sait pas que vous avez une saisonnalité dans votre activité, s'il ne sait pas vraiment bien ce que vous faites, vous allez voir rapidement qu'il va y avoir un décalage entre les équipes d'intégration et vos équipes métiers qui ne parleront pas le même langage. Il y a une espèce d'alchimie qu'il faut trouver là aussi. On a d'autres solutions qui sont des solutions CRM open source. Alors, c'est CRM dans ces solutions-là existent en standard. Vous avez une espèce de brique. Le seul bémol, c'est que parfois, il faut être informaticien, voire développeur, pour pouvoir y intégrer vos processus ou vos spécificités métiers. C'est-à-dire que vous allez avoir des briques. Le gros mérite de ces solutions-là, c'est qu'elles sont gratuites. Elles offrent des fonctionnalités standards de gestion, mais en termes d'intégration, de projet, d'adhésion des utilisateurs, de formation, c'est parfois plus compliqué de mettre en place ces solutions-là. Donc, encore une fois, ça peut convenir à beaucoup d'entreprises, mais il faut être au courant de ce que ça engage comme type de risque ou là où ça va nécessiter un peu d'effort de votre part. On a aussi des solutions web modulaires qui proposent une brique CRM. Alors, en fait, dans ces solutions-là, on va avoir différentes briques. Une brique adhésion, une brique gestion de dons, une brique événement, une brique CRM, une brique comptable. Ce ne sont pas des outils métiers CRM, mais des solutions qui proposent une brique CRM. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ces solutions-là, elles peuvent satisfaire des entreprises qui n'ont pas de réel projet CRM au sens strict du terme, puisque normalement, le CRM étant généralement placé au cœur de votre entreprise, dans laquelle on déverse l'ensemble des données. Je crois que vous l'aurez compris, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On déverse l'ensemble des données au centre du CRM, à travers des fichiers ou des outils en ligne avec lesquels on s'interface, qui nous permettent d'agréger toutes les données intéressantes pour connaître son contact, ses données, son parcours,
avec une vue à 360 degrés. Donc, ces solutions web modulaires ont parfois une vision un peu plus déstructurée de la donnée, enfin plus, on va dire, sclérosée de la donnée, avec des briques qui gèrent leur propre set de données, au lieu de voir les choses de manière centralisée. Et puis, vous l'aurez compris, je crois que ça c'est ce que fait Edenet. Hein. Vous avez des solutions CRM métiers qui sont vraiment dédiées aux entreprises, aux ASBL, aux écoles, au secteur public, qui connaissent vos métiers et donc qui vous permettent de faire des projets, on va dire, avec toujours votre métier au cœur on va dire, de son activité, de sa mise en place du projet CRM. C'est vraiment de mettre vos métiers au cœur de l'outil. Et pareil, vérifiez que quand vous avez des solutions CRM métiers comme celle-ci qui se dit de connaître votre métier, d'avoir affaire à un éditeur et intégrateur de la solution, ça peut être aussi un point hyper bénéfique puisque on sait que les besoins spécifiques métiers du client font partie de la roadmap de l'outil et de la recherche et développement de cet outil pour servir des gens dont le métier c'est de gérer des membres, dont le métier c'est de gérer des donateurs, dont le métier c'est de gérer de l'immobilier, etc. Okay. Donc voilà, et donc si je vous résume un petit peu pour finir, l'idée quand on travaille dans un outil métier, on place vraiment la donnée au cœur de votre organisation pour disposer d'une vue à 360. C'est-à-dire, je vais gérer mes contacts, mais autour de mes contacts, je vais vouloir voir les événements internes ou externes. D'ailleurs, ça peut être une fête d'entreprise si vous gérez plutôt des événements internes ou externes si vous gérez des événements CCPW avec des formations, etc. Et de mettre toutes ces données-là au cœur d'un système visible par tout le monde. C'est-à-dire quand je vais sur un contact ou une société, je vois l'intégralité de son parcours et de son histoire qu'elle entretient avec votre entreprise. Je vais voir à quel événement elle a participé, à quel type de sollicitation est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle s'est inscrite à des événements, etc. Pour garder cette vision à 360 degrés. D'accord ? Le but, c'est d'éviter d'avoir une espèce de vision hermétique entre les départements, mais que tous les départements voient les informations qu'ils ont besoin de voir au quotidien. D'intégrer, par exemple, la facturation au centre de votre outil. Ça peut paraître parfois un peu poussif, mais de parler à ses clients sans savoir s'ils payent leur facture, par exemple, ça peut paraître un petit peu trop hermétique. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire, quel type d'événement il vient, etc. D'accord ? Si on y mettait une phrase, et je terminerai là-dessus, et donc bien sûr, de s'intégrer avec de la donnée qui vient des autres outils, tout soit dans votre CRM. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir tout au même endroit. Au UK, quand on met en place un CRM, on parle souvent de faire de mon CRM the source of truth for everything. Ça veut dire que mon CRM, l'optique de mon CRM, c'est d'être la source de vérité pour toute ma donnée. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir à aller voir autre part. Dans mon CRM, la donnée doit être bonne. Je ne dois pas être constamment à exporter de la donnée pour la mettre à jour dans un Excel ou dans un autre outil. Ma donnée doit être mise à jour et à disposition de manière fiable dans mon outil CRM. C'est vraiment le but ultime que vous devez rechercher dans votre projet CRM. Sur ce, bon courage, bon vent. Mais c'est vraiment votre but ultime, c'est de chercher cet outil qui vous permettra d'avoir la donnée vraie, centralisée et disponible pour toutes vos équipes.